débat donc du samedi 28 sur les Amis de l'Humanité en Russie solidaires des questions de la paix, c'était notre titre. Donc c'est avec Madame Alice Orlenko qui est directrice des Amis de l'Humanité en Russie et doctorante. Donc voilà, j'avais rédigé une petite introduction. C'est ma vision à moi, donc j'espère que ce n'est pas trop subjectif. Les Amis de l'Humanité russe s'avancent comme un support massif de l'information, un relais d'importance de diffusion dans votre Russie. C'est pourquoi nous avons voulu vous inviter pour que vous nous parliez du changement en profondeur de cette image perpétuelle, celle du sort peu enviable de la société russe d'alors, ex-soviétique. Nous avons toujours cette image de la dictature, elle persiste comme une Russie, puissance vaincue, alors qu'elle pouvait recevoir la main tendue de la part de l'Occident, mais qui a parfois rêvé de paix universelle. Son expression libre est depuis longtemps transformée, mais c'est à nous d'apprendre et d'appréhender enfin cette transformation, cette modification en profondeur des idées de guerre que l'on a et qui persistent. Ceci grâce aux médias, grâce à l'information, grâce à ce média que représentent les Amis de l'Humanité. On parle de soft power qui est le sport, le football et la couture. On parle de la crise ukrainienne et des tensions avec les dirigeants occidentaux. On parle des échanges commerciaux avec l'Europe qui ont chuté de près de 200 milliards en l'espace de 3 ans. Et il y a encore l'intervention militaire en Syrie, l'accord sur le nucléaire iranien, l'affaire Skripal de l'espion empoisonné. Toutes ces informations, guerrières soient-elles, nous sont parvenues, mais ce sont toutes des nouvelles, des informations de guerre. Tout ce que nous entendons en France sur la Russie nous fait ressortir les vieux clichés du gigantisme soviétique effrayant. Et, pour autant, nous sommes en demande d'informations des médias russes, des informations de paix. La russophobie éclaire un homme dirigeant de la Russie qui mène de façon absolutiste ou qui ne souhaite que redorer son image propre. Il est grand temps pour nous de considérer une Russie transformée. Nous ne connaissons pas assez, nous n'avons pas assez d'informations pour nous faire une idée simple de la Russie, celle d'un renouveau. Arrêtons de déplorer et parlez-nous, s'il vous plaît, de ce qui vous incombe en tant que directrice. Parlez-nous de vos intérêts culturels et surtout informatifs en ce qui concerne le budget militaire, c'est ce dont vous voulez parler, le militarisme en Russie et dans les pays de l'Est comme la Pologne, et des perspectives de paix pérennes, puisque ce sont des thèmes qui vous préoccupent. Merci beaucoup. Je donne la parole. Merci beaucoup Valérie pour cette introduction. On a déjà eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous sur le sujet qui concerne la Russie. Vu qu'on n'est pas nombreux, peut-être je vous propose si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions, si vous voulez contredire par exemple, de n'hésiter pas, de ne pas hésiter et de me poser, de m'interrompre si vous avez besoin si vous avez l'envie de parler. De l'éclaircissement, oui, ou bien des commentaires. Quand je commençais à réfléchir sur l'intervention d'aujourd'hui, je me suis adressée premièrement à ce que Jean Jaurès écrivait sur la paix, ce qu'il écrivait en gros, ce qu'il écrivait sur la paix. Et le premier document qui est arrivé dans ma tête, c'est son discours en Albi devant les lycéennes en 1903. En fait, c'est un discours c'est un des textes les plus populaires de Jean Jaurès, qui a été traduit à plusieurs langues, en russe bien sûr. Et en fait, c'est lui qui est très actuel aujourd'hui. Et donc, ce que Jean Jaurès disait sur la paix, sur la situation sociale en France,
changer le nom et je peux mettre ma signature. Ce sera très beau. Voilà. Le point que je voudrais insister sur l'idée que maintenant, en Russie, je parle de Russie, je crois que c'est actuel aussi pour tout l'espace post-soviétique, nous, on est au niveau de développement social, politique, philosophique, on est au niveau de début du XXe siècle. Donc ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Tout ce qui a été fait, tout le travail préparatif, si on peut dire, tout le travail de développement des idées de démocratie, des idées solidaires, de solidarité, des idées de la paix, il faut tout recommencer parce que la situation, la crise, la catastrophe, si on peut dire, qui a eu lieu après la chute de l'Union soviétique, à tous les niveaux, et aussi au niveau intellectuel, aussi au niveau social, il était énorme. Et on a beaucoup reculé. Il y a un grand travail devant les forces progressistes, il y a vraiment tout un champ de travail, presque le champ presque vide, parce qu'il n'est pas touché. Quand on parle de Russie, quand on parle de questions sociales de Russie, il faut se rendre compte sur certaines choses, sur certaines positions dont je veux développer. D'abord, contrairement à ce qu'on peut penser, même en Russie aussi, il y a certains qui le pensent, mais en France on me pose beaucoup de questions sur le sujet. Contrairement à ce qu'on pense, la Russie et l'Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui et l'Union soviétique, ce sont les deux pays différents complètement. Il n'y a rien de commun maintenant, aujourd'hui. À partir de la chute de l'Union soviétique, on a vu un travail idéologique fait par le gouvernement et fait par les milieux de business, des oligarques, un grand travail pour repousser de la mémoire sociale, de la politique, même de la symbolique qui nous entoure, tout ce qui est lié avec l'Union soviétique. Oui, il reste quelque chose, il reste quelques monuments Lénine, mais ça ne signifie plus rien. Et les monuments et les symboliques soviétiques qui restent aujourd'hui, c'est plutôt, ça sert l'exemple négatif dans le discours politique et de mass média aujourd'hui en Russie. Le mainstream, le courant officiel de la politique, il est complètement anti-soviétique. Il est complètement dans la logique libérale, libre marché, hors de libéral même. Donc ça, il faut se rendre compte. Il y a certains mémoires sociales, mais aujourd'hui on voit la naissance et l'entrée dans la vie active sociale de la génération qui n'a jamais eu aucune idée de l'Union soviétique et qui a l'image de l'Union soviétique imposée par le pouvoir. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que à partir de la chute de l'Union soviétique, les réformes qui ont été faites, ils ont eu des conséquences catastrophiques. D'abord, c'est déindustrialisation. Donc, c'est la destruction de secteurs industriels qui a été construit pendant l'Union soviétique. C'était vendu au profit de la logique de l'économie de marché. En Russie, il y avait toutes les villes qui ont été disparues. Il y a les villages qui sont devenus vides. Dans les autres pays, c'était encore pire. Et ça a provoqué la chute économique
économique énorme et comme conséquence la chute sociale. Donc c'est la disparition des entreprises, les gens ont perdu leur salaire, les gens ont perdu leur travail, il y avait toutes les milliers de personnes qui sont devenues inutiles dans la société moderne parce qu'ils ont été des ouvriers ou bien les gens qui travaillaient dans le secteur industriel. Ils sont inutiles dans la société nouvelle qui demande de profiter des gens de notre activité. Et bien sûr, après il y avait, comme je ne veux pas dessiner le tableau seulement dans les couleurs noires, bien sûr, il y avait quand même quelque chose de positif qui est arrivé aux années 90, comme quoi la liberté de parole, vraiment une explosion de tout le sort de mass médias qui sont apparus aux années 90. Il y avait l'ouverture de frontières, on a quand même eu l'occasion de voyager, d'échanger plus librement avec l'Occident. Mais à part ça, comme exactement ce que Jean Jaurès disait, on a eu avec ça toute une grande partie du pays qui a été mis dans telles conditions qu'ils ne peuvent pas participer dans la vie politique. Ils sont exclus de la vie politique parce que les gens sont dans la situation quand ils doivent survivre. Et quand on est dans la situation quand on survit, on n'a pas ni l'envie, ni le courage, ni le moyen de participer dans la vie politique, de profiter de la liberté, et c'est plutôt un grand recul en arrière. Donc la démocratie et tout ce qui est lié avec la démocratie, pour une grande partie de Russes, est lié avec les choses négatives. Ça a une connotation négative. Démocratie, ça veut dire, la pauvreté, démocratie, ça veut dire l'injustice. Donc, c'est ça qui écrivait Jean Jaurès, et c'est ça qui est actuel pour la Russie aujourd'hui. L'autre chose, troisième chose très importante, dernières 20-25 années, l'opposition au pouvoir a été représentée en Russie par les droites ou bien par les extrêmes droites. Et ça, c'est actuel jusque maintenant. Maintenant, ça commence à changer un petit peu, on voit les changements, mais ça reste toujours présent, ça reste toujours un contexte qu'il faut se rendre compte. Qu'en Russie, on vit dans le contexte comme ça. Donc, déjà, pourquoi les extrêmes droites et les droites? Le pouvoir actuel, le président de la Russie, qu'on a à partir de l'an 2000, il est un héritier direct du président précédent de Yeltsin. Il a été invité par Yeltsin, il a été introduit dans le pouvoir. Et lui, il travaille toujours avec l'ancienne équipe de Yeltsin. J'ai lu il y a des travaux, les analyses de la situation actuelle en Russie. En France, je sais qu'il y a des spécialistes qui disent que Poutine est venu au pouvoir, il a fait venir son propre équipe, il a fait venir ses propres gens, les gens qui travaillaient dans le service secret ou bien dans la défense, et qu'il a fait pousser les anciens oligarques et les anciennes équipes de Yeltsin. C'est pas tout à fait comme ça. L'ancienne équipe de Yeltsin n'est jamais partie.
Il y a, bien sûr que quand Poutine est venu, il a construit ses propres relations avec l'ancienne équipe, avec l'équipe de l'ancien président. Il y avait certains qui n'ont pas été d'accord d'avoir un compromis, de se mettre en relation avec le nouveau Jean. Ils ont été mis en prison, par exemple Khodorkovsky, le fameux Khodorkovsky qui est passé plusieurs années en prison. Mais les autres, ceux qui ont été d'accord de collaborer, d'accord de faire un compromis, ils sont toujours au pouvoir. Par exemple, le chef de banque centrale principale, Sberbank, en Russie, il est le Oligarque Yeltsin. Les dirigeants, le gouverneur des régions, des oblasts, le gouverneur de Chukotka, Abramovich, il a été là jusqu'en 2016. Il est parti seulement en 2016, mais avant, il était là. C'est l'ancien oligarque Yeltsin. Il y a d'autres noms qu'on peut citer qui sont là dans l'équipe et qui font maintenant une base pour la politique économique du régime d'aujourd'hui. En même temps, le pouvoir de Yeltsin, Yeltsin est venu au pouvoir suite le coup d'État de 1993. Et une des forces actives de ce coup d'État, ça a été l'extrême droite. Les extrêmes droites de l'image classique, c'est comme le Front National, même avec les croix gammées modifiées, avec cette idéologie agressive, nationaliste, ultranationaliste, avec les ultras, le supporter de foot. Et eux, ils ont été très populaires au milieu des années 90, et c'est seulement en 95 ils ont été interdits. Par contre, ils ont été interdits après la série des attentats à Moscou aux minorités, aux gens aux noirs, aux asiatiques, ceux qui ne sont pas blancs, slaves, quoi. Mais on n'a jamais eu le procès. Ils ont été libérés. Ils n'ont pas été mis en prison. Ils ont été juste interdits comme l'organisation. Et puis, toutes ces forces droites, on a créé quelques partis politiques qui ont attiré ces forces, ces mouvements, ces participants des mouvements droite, extrême droite, ultra. Et ces partis politiques, ils sont maintenant dans le gouvernement. Ils sont toujours dans le gouvernement. Donc c'est un compromis avec les extrêmes droites aussi que le pouvoir d'aujourd'hui prendre à gauche sur rue de l'Égalité, puis prendre à droite sur avenue du Général de Gaulle. Oui, c'est bien, l'égalité Général de Gaulle, c'est bien. Donc, le compromis en Russie et la stabilité en Russie, maintenant, elle est très fragile. Elle est très fragile parce que les problèmes d'avant, les problèmes qu'on a eu aux années 90 et les problèmes que Poutine était censé de résoudre, ils ont été effacés. Surtout c'est la guerre en Tchétchénie et les tendances indépendantistes à Tatarstan. Ça a été étouffé, mais ça n'a été jamais éliminé. Le compromis existe, le compromis politique, le compromis social parmi certains représentants de certains mouvements, mais ça c'est très fragile. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une idée, un programme politique qui peut assurer cette stabilité, qui peut vraiment se servir d'une base
pour un développement normal et pour la stabilité de la situation en Russie. C'est pour ça que le pouvoir utilise d'autres moyens qui sont censés d'être communs, qui sont censés être les points communs pour la construction de la nation. Et le discours anticommuniste et anti-gauche, c'est un des moyens politiques de pouvoir aujourd'hui. C'est un moyen de justifier les erreurs, les fautes et même les crimes de politique économique, de politique sociale et de la politique extérieure de la Russie d'aujourd'hui. Et ça, c'est le point commun pour toute l'Europe de l'Est, de toute manière pour toute l'espace post-soviétique et même pour les pays baltes, qui font maintenant partie de l'Union européenne, mais quand même, ils sont toujours dans la même logique de l'anticommunisme, d'anti-gauche. Ils sont les porteurs des idées les plus droites, les plus radicales en Union européenne. Avec ça, ce que je disais, c'est vraiment une élimination de toute la mémoire positive sur l'Union soviétique. C'est plutôt l'idée du respect du pouvoir central qui est imposé dans le sphère de la mémoire collective et de la construction idéologique en Russie aujourd'hui. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va au profit de pouvoir central, du pouvoir de Poutine. Donc c'est l'idée d'être fidèle à l'État, d'être fidèle au président, qui est le point. C'est vu comme la fidélité au pouvoir, fidélité au président, on fait le point d'égalité avec le patriotisme. Donc, tout ça, toutes ces choses, toutes ces conséquences, on peut en parler beaucoup, mais ça va être très long, toutes ces conséquences, toutes ces choses ont comme conséquence la discréditation de l'idée de gauche avec la mémoire de l'Union soviétique. Les idées de gauche, les idées de communisme, même de socialisme, ont été discréditées en Russie beaucoup. Et c'est pour ça que le mouvement de gauche a été étouffé pendant ces années-là, après la chute de l'Union soviétique. Et donc l'opposition libérale, c'est comme je dis, c'est plutôt l'idéologie de marché libre. Donc c'est la seule chose qui leur intéresse. Et donc tout ça, toute cette situation, toutes ces conditions, ils donnent un bon sol pour développer les idées militaristes et les idées et la logique de croissance de la logique des rapports de force. La Russie, maintenant, bon, on peut parler beaucoup sur la ligne politique de la Russie, la politique extérieure et la politique intérieure. Moi, je pense que ça n'existe pas, mais bon. La Russie, maintenant, essaie d'établir ce qu'il appelle le monde bipolaire. Donc la Russie justifie la politique, et essaie de s'imposer sur la carte politique du monde, et elle justifie ça avec une idée qu'il faut assurer la stabilité dans le monde, qui est
été rompu, détruit. Et donc une certaine mission de la Russie, la mission qu'elle a, c'est aussi d'établir le balance, l'équilibre international. Une bonne raison, un bon argument de ces rhétoriques, de cette position de la Russie, c'est le mouvement, l'approchement de l'OTAN, le mouvement de l'OTAN vers l'Est. C'est vraiment un facteur très important de la politique en Europe. Ça aussi, ça démontre que voilà, en Europe, on a peut-être un peu le même problème que la Russie, parce qu'en Europe, comme je comprends, il n'y a pas vraiment l'idée qu'est-ce que c'est l'Europe, où ça s'arrête, où il y a les frontières de l'Europe, l'Europe finisse et l'autre pays commence. Là, c'était pas clair, et ça c'est aussi un argument pour plusieurs forces politiques de jouer, de faire des démarches sur ce champ-là. Et puis ça donne aussi, ça encourage les extrêmes droites qui toujours se considèrent comme des oppositions au gouvernement en Russie et en Europe, comme je vois aussi. Marine Le Pen dit qu'elle est anti-système, contre tout le monde. Voilà, on pourra proposer d'autres moyens l'autre politique, l'autre direction de la politique. Et le budget, en fait, ce que je disais, pourquoi je voulais mentionner les budgets militaires des pays, parce qu'ils sont très éloquents et montrent très bien, c'est un bon exemple, de l'importance de cette direction, de l'importance de cette politique pour l'Europe de l'Est. La Russie, je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez qu'en mars de 2018, il y avait un fameux discours de Poutine devant l'Assemblée fédérale, c'est le Parlement, c'est une chambre législative, c'est le pouvoir législatif aussi. Il y a les rencontres annuelles et Poutine, le 1er mars de cette année, 2018, il a parlé devant le Parlement, il a parlé, il a cerné les directions principales du développement de Russie et dont le développement de potentiel militaire prenait vraiment une grande partie de son discours. La Russie utilise comme un argument, comme moyen dans la comparaison avec les pays de l'Occident, ce que le budget de Russie la Russie a baissé son budget militaire russe, toujours contient 2,8% de tout le PIB. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme, c'est plus que chaque pays européen dépense pour l'OTAN. Et puis la Russie par contre essaye de faire une alliance, de proposer une variante de l'alliance militaire, surtout avec les pays de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud. C'est pour ça que l'entraînement militaire de Russie qu'il fait avec d'autres pays, ils ne sont pas aux frontières avec l'Europe, ils sont tous en Asie. Cette année, on a plusieurs, sur le site du ministère de la Défense, on a annoncé on a mis une liste des entraînements militaires que Russie va faire cette année-là.
et parmi lesquels sont les entraînements avec la Chine, avec l'Inde, avec Mongolie, et une seule entraînement commun européen, si on peut dire, c'est l'entraînement qui s'appelle l'Union slave avec la Biélorussie et Serbie. C'est la seule chose qui va se passer à l'ouest, tous les autres sont à l'est. Mais ce discours militariste et la logique d'être assiégé par les ennemis, ça se justifie par l'augmentation des budgets militaires des pays voisins, très important de point de vue stratégique pour la Russie, donc l'Ukraine et la Pologne, et l'entraînement aussi, l'entraînement militaire de l'OTAN. Le nouveau entraînement militaire que l'OTAN va faire dans cette région en 2018. Pologne, c'est aussi le pays où il y a les bases de l'OTAN, il y a les bases aériennes, il y a 2 bases de l'infanterie et de la technique, et la Pologne s'engage de faire une autre base. Et c'est Pologne qui paye l'aménagement de cette base-là, de l'OTAN. Et la Pologne, c'est un pays qui paye aussi 2% de son PIB pour OTAN. Et cette année-là, le Premier ministre polonais a promis de faire tout pour augmenter de monter ce chiffre jusqu'à 2,5%. Et le nouveau, la Pologne participe, c'est un grand partenaire de l'OTAN à l'Est, elle participe aux entraînements militaires d'OTAN annuels, marine et par terre, oui. Mais on a aussi, ils ont ajouté dans son programme l'entraînement qui sont destinés d'entraîner l'armée de faire la guerre en Afghanistan. Exactement, voilà. L'Ukraine aussi, l'Ukraine c'est le pays qui est en guerre et ça justifie leur politique et leurs dépenses énormes pour la défense. Par exemple, seulement pour le ministère de la Défense, l'Ukraine a augmenté ses dépenses jusqu'à 3 000 $ en 2018. En 2017, ça a été 2,6 000 $ et cette année-là, ils ont augmenté encore leurs dépenses et l'Ukraine les dépenses d'Ukraine pour la guerre, pour la défense, c'est 5% de PIB de ce pays. Voilà. Et puis, l'Ukraine aussi participe et donne leur espace à la mer Noire pour l'entraînement d'OTAN. Et comme vous savez, il y a toujours un discours comme quoi l'Ukraine doit rentrer à l'OTAN aussi. C'est un candidat, mais ce n'est pas encore le candidat officiel, mais c'est ça le but de leur politique de la défense, et c'est le but de la politique des États-Unis, de le faire accepter. Avec la Géorgie, c'est ralenti, mais quand même c'est un peu le même niveau ce sont les mêmes objectifs de politique foraine. Donc la Russie manifeste son pouvoir par ses actions en Syrie, par les dépenses pour la défense. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut résister? Est-ce qu'on peut donner l'alternative? Est-ce qu'on peut proposer une idée de développement de notre politique, une idée de notre politique? Ça doit être fait par l'opposition. Comme je dis, l'opposition, c'est plutôt représenter
par les extrêmes droites. Les extrêmes droites qui ces idées, ils sont tellement populaires qu'ils sont même entrés dans le Parti communiste russe. Il y a pas mal de membres du Parti communiste russe qui sont toujours qui sont dans la logique des extrêmes droites. Malheureusement, c'est une partie où il y a un peu partout, où il y a un peu tout le sort de membres, des adhérents. Par contre, le Parti communiste russe a compris que si il veut continuer d'exister en tant que parti communiste, il faut se réformer, il faut changer son visage, son discours, et il faut changer son activité. Un bon exemple, on a vu pendant les élections présidentielles en mars 2018, avec le candidat, nouveau candidat du Parti communiste. Et c'est pas même la personnalité de ce candidat qui compte et qui est important et qui est positif dans toute cette histoire. La chose positive, c'est que on a vu l'activité de la jeunesse, des gens qui se positionnent comme les gauches et qui cherchent à s'exprimer et qui cherchent les moyens de s'exprimer en tant que gauche. C'est un peu, c'est la naissance, c'est le processus qui vient de commencer à émerger. Mais par contre, on voit le besoin, on voit les gens qui ont besoin de s'attacher, de se joindre à une idée qui ne vient pas de parti central, de pouvoir central, qui ne vient pas des extrêmes droites. Et ça, je trouve, et ce sont les gens qui ont commencé à parler sur la paix. On a commencé à avoir très peu, bien sûr, mais on a commencé à avoir les discours sur l'alternative, la politique alternative de ce qu'on a aujourd'hui, et notamment de la paix. Par exemple, il y a un an, je crois déjà, il y avait une tentative de faire un club de discussion par les petits partis de gauche. Un, ça s'appelle le Nouvel Parti communiste, l'autre c'est le Parti communiste ouverte. Il y a un club... blog. Le club, c'est un club. C'est un club de discussion qui a donné le terrain pour ces gens-là, pour parler de l'alternative, de voie alternative de développement de la politique sociale et internationale en Russie. Il y avait le sujet de paix qui ont émergé, qui a été touché. Malheureusement, ça n'a pas continué, mais voilà, c'est déjà la tentative. On voit les tentatives de l'être réalisées. Ce qu'on manque en Russie, c'est pas même les gens, c'est pas même les activistes. Ce qu'on manque déjà, c'est l'information. On n'a pas beaucoup, malheureusement en Russie, on a la société, surtout maintenant, la société qui n'a pas l'habitude de réfléchir, qui n'a pas l'habitude de discussion politique, malheureusement. On n'a pas d'argumentation. On n'a pas... les gens sont ignorants au niveau où ils peuvent trouver, d'où vient l'argumentation, comment ils peuvent le trouver, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Avant, ils n'ont pas eu l'envie de le faire, mais maintenant, avec quand même un certain mouvement, un certain coup de l'air frais, si on peut dire, avec la renaissance de gauche,
On a les gens ont besoin de ça, mais ils n'arrivent pas à trouver les sources, ils n'ont pas d'orientation. Donc ce qu'on manque en Russie vraiment, c'est un travail, et ce que je pense que les gauches commencent à le comprendre, et ils doivent diriger, contrôler ce processus, c'est de donner l'orientation, l'éducation aux gens. Donc les clubs de discussion, les écoles, les universités, si on peut dire comme ça. Il existe l'université ouvrière en Saint-Pétersbourg, il est seul, mais il est spécifique. C'est bien qu'il existe. C'est très spécial, c'est dirigé par les anciens stalinistes. Ouais, c'est stalinien. Mais quand même, ça existe, mais quand même, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Malheureusement, il est seul, mais il faut faire vraiment le discours, il faut faire le travail vraiment d'éducation. Et ce travail doit se baser il doit aller avec l'établissement des liens avec les gauches en Europe. Ça, c'est nécessaire, c'est de base. Parce que, à mon avis, je pense que j'ai raison, maintenant c'est vous, la France, aussi, l'Allemagne, c'est vous qui sont les porteurs de l'expérience, d'agir, de réfléchir, de discuter. Et l'échange de cette expérience, l'établissement des liens, le discours qui doivent se passer régulièrement, les rencontres, ça c'est nécessaire pour l'Europe de l'Est, pour les gens, pour nous, pour qu'on puisse apprendre, réapprendre à réfléchir, à être responsable, pour que les gens de Russie, parce qu'on est dans le contexte de sanctions, on est contre tout le monde. En Russie, on est tous dans l'idée que l'Europe est contre nous. Ils sont tous les russophobes. On nous déteste. Ils sont pervers. Pour le gouvernement, c'est vrai, hein. Pas pour le peuple, mais oui, pour les... il faut l'expliquer, il faut montrer. Il faut montrer. Parce qu'une fois quand on commence à écrire, dire des choses idiotes sur la Russie, les gens chez nous disent mais n'est pas comme ça. Pourquoi vous venez chez nous, regardez. Il faut dire pareil aux Russes qu'il faut venir et regarder et parler avec les gens pour voir que la réalité, c'est pas la réalité que les mass médias, le mass média, le grand mass média qui nous propose. Il ne faut pas lire 2-3 journaux pour avoir l'impression sur l'Occident. Il faut voir d'autres presses, notamment l'Humanité par exemple, ce qui est une alternative. Ce n'est pas non plus la vérité absolue, parce qu'on peut critiquer l'Humanité aussi. Mais justement, on est dans la situation quand il faut reapprendre certaines choses de base qui peut-être avant ont été évidentes, qui peut-être pour certains d'entre vous peuvent être évidentes, pour nous, non, c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que je crois que l'activité d'associations comme la mienne est très importante. J'espère qu'il y aura plus d'associations comme la mienne, et j'en suis sûre qu'il y aura plus. Pour qu'on puisse établir ces liaisons entre l'Est et l'Ouest, au niveau de rencontres, au niveau de discussions. Et peut-être après, au niveau de l'action, quand on commence à comprendre qu'est-ce qu'on veut, quand on commence à comprendre qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut. Je pense que ce que vous avez dit par rapport à la paix, c'est universel. Je crois que c'est la paix qui ramènera peut-être des gens. Oui. Parce que c'est vrai que tous les peuples sont plus ou moins, mais les gens, la paix, c'est quelque chose d'important. C'est ça. C'est ce qui fait remonter aussi. Il faut expliquer. Les gens, chez nous en Russie, par exemple, on ne prononce plus le terme solidarité. Ça n'existe pas. Ça ne s'utilise pas. Pourquoi?
Je ne sais pas, parce que peut-être ça n'existe plus comme l'idée. On est plus solidaire, on est dans la logique de marché, de concurrence. Tout le monde. Je voulais simplement te demander, il y a eu en Russie, je crois, le problème des logements. Les logements appartenaient à l'État. Et ensuite, les personnes étaient prioritaires et devenaient propriétaires de leur logement. J'ai bien compris jusqu'à là? Oui. Alors, ils étaient tout contents, ils étaient propriétaires, comme nous, ici, dans l'Occident, on est propriétaires. Mais voilà que, je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus les spolier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont compris que lorsqu'ils étaient propriétaires, il fallait payer l'électricité, il fallait payer l'eau, il fallait payer les réparations, et comme leur salaire avait baissé, eh bien, ils n'avaient plus les moyens. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans cette désespérance, et ce qui fait que ça a chassé cet esprit de solidarité. Après, c'était la lutte chacun pour soi. Exactement. Voilà. Au niveau de leur salaire, eh bien, c'était plus ça. Hein. On leur demandait de payer. La nourriture était beaucoup plus chère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est tout, quoi. On parlait plus de solidarité, hein. On parlait plus de solidarité, mais c'est une conséquence de ce que j'ai cru comprendre avec ces histoires de logement. Avant, ils étaient logés gratuitement par l'État, toutes les charges sociales étaient prises en charge, hein, les soins, l'école, et voilà que là, bon, ils étaient propriétaires, il fallait participer, il fallait payer tout, ils n'avaient pas de sous. Voilà. Oui, bon, ça illustre la situation. C'est pas que les logements. Oui, il y a voilà. d'autres. Oui, voilà, je suis d'accord. Hein. C'est pas que ça. Moi, je pense que on va pas faire. On va pas parler de l'héritage de l'Union soviétique, mais je pense qu'il n'y a pas effectivement que le problème du logement. Le problème de la chute de l'Union soviétique est bien plus profond que la crise du logement. Il y a la question de la démocratie, il y a ce qui nous poursuit avec les crimes staliniens, etc. Et à côté de ça, il y a les aspects positifs. Moi, je retiens deux aspects positifs de l'Union soviétique, pour aller vite. L'entrée de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale, qui fait qu'aujourd'hui on est vivant, parce que sans l'Union soviétique, ils ne sont pas là, ou du moins sous un autre régime. J'en suis profondément convaincu. Et ce que je retiens de positif de l'Union soviétique, c'est qu'elle a permis, pendant à peu près 40 ans, que le monde vive dans la paix, avec ce concept de coexistence pacifique. Le travail du peuple soviétique a permis à des pays comme la Chine, le Vietnam, le Laos, etc., l'Égypte, Cuba et bien d'autres pays de sortir de l'ornière de la misère, de commencer à s'émanciper, etc. Mais le fond du problème, et on en revient à la paix, c'est que quand il y a les fameux deux blocs, mais quand, dans cette période-là, les problèmes sociaux, même si les crises du logement ou du chômage qui commençaient à émerger, il y avait effectivement une politique sociale forte, que ce soit en Allemagne, en France, et particulièrement en France, etc., même s'il y avait quelques pas noirs fascistes comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, etc. Mais globalement, les pays développés avaient été porteurs d'une politique sociale forte. Et en même temps, on ne voulait pas revenir dans une troisième guerre mondiale, ce qui fait que les peuples se sont emparés de la question de la paix. Mais sans politique sociale, il n'y a pas de paix durable. Et inversement, il n'y a pas de paix durable sans une politique sociale. Et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, qui me paraît très juste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la politique sociale devient un champ désertique, la démocratie est très abîmée, elle est très contractée. Les gens se replient sur eux-mêmes et donc il n'y a pas possibilité, et c'est vrai en Russie, mais c'est vrai dans pratiquement tous les pays du globe, à part peut-être Cuba encore un petit peu,
Mais en France, on le vit tous les jours. On a des gens qui sont élus avec 18%, on a des 60% d'abstentionnistes, on a d'autres élections, oui, quand je dis 18%, c'est ce qu'a fait le président de la République qui nous gouverne aujourd'hui. Donc, voilà, il y a tout ça. Et, ben, juste pour rebondir sur le... J'en finirai là-dessus, mais juste pour rebondir sur le mot solidarité, c'est un peu comme le mot parti. La solidarité, ça n'a de nom que quand on la pratique. Exactement. Si on la pratique, on mettra le mot solidarité. Mais si on ne pratique pas l'aide, les rencontres, le soutien, etc., on pourra mettre sur tous les murs de France et de la Russie solidarité, solidarité, mais ça ne voudra rien dire. Mais c'est le problème sur lequel on est confronté aussi aujourd'hui en France. Et cette solidarité, il faut la construire sur le plan social, mais construire sur le plan de la paix. Quand vous dites que l'armement en Russie correspond à 8% du PIB, c'est un lapsus, excusez-moi, à 8%, mais c'est énorme. C'est 2,5. 2,8, ah oui, j'ai compris. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà énorme. Mais en France, c'est exactement pareil. C'est pareil? C'est pas tout à fait 2. Pas tout à fait 2, 1,8. L'objectif, c'est 2. L'objectif, c'est 2. Oui, mais quand même, c'est moins. Voire C'est plus. moins. La Russie dépense Donc, plus que... voilà, comment cet argent qu'on utilise, on peut le mettre à la disposition d'une politique sociale. Et c'est là que le discours va changer. Voilà. Mais chez nous en France, avant, il y avait des comités de la paix, il y en a beaucoup moins, et tout se tient, quoi. Hein, Mais peut-être, moi je trouverais intéressant parce qu'il y a une contradiction dans la situation de la Russie d'aujourd'hui, c'est que ça serait bien peut-être que tu expliques ce que ça voulait dire, la dégradation de la situation sociale au moment où l'Union soviétique implose. Dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine de l'éducation, parce que d'un seul coup, on sait bien qu'il y a eu une chute considérable de l'espérance de vie, presque 10 ans, ce qui est absolument considérable, c'est un choc d'une violence inouïe, et pourtant la question sociale n'est pas celle qui a pris le dessus, d'ailleurs tu le dis encore aujourd'hui, c'est la question de la paix qui revient pour faire remonter un peu des idées, j'irais, tu dis de gauche, entre guillemets, mais c'est un petit peu ça. Puis l'autre aspect, c'est par rapport à l'aspect militaire. Vous savez qu'on peut comprendre qu'en Russie, on ait ce sentiment d'encerclement, parce que c'est une réalité provoquée par les États-Unis. Oui, et une réalité très violente. Parce qu'on parle des dépenses militaires de la Russie, hein, comme tu l'expliques, qui sont très élevées et qui font peser sur un poids très lourd sur le peuple russe, mais en même temps aux États-Unis, les dépenses militaires sont d'une autre nature. Elles n'ont rien à voir avec celles de la Russie, elles sont beaucoup plus importantes de façon considérable, et en plus elles encerclent en partie la Russie, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est préoccupant parce qu'on voit bien que de ce point de vue-là, l'OTAN, qui aurait dû disparaître au moment où le traité de Varsovie a disparu, a continué, et on se pose des questions de qui est son ennemi. Des fois on dit que c'est la Chine, mais la Russie reste quand même, visiblement, de par la façon dont les forces américaines sont disposées à la frontière des pays de l'ancienne Europe de l'Est, comme un élément quand même relativement important. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est inquiétant, mais comme tu le dis, sur la paix dans le monde, et je crois que tu as raison de dire, on ne s'en préoccupe pas assez aujourd'hui. Je crois que les questions de la paix, c'est une question que peut-être les Russes ressentent plus fortement que nous, parce qu'on n'est peut-être pas exactement dans la même situation, et pourtant, les guerres dans le monde, il n'y en a jamais eu autant, c'est terrible, des morts par la guerre, il y en a un peu partout sur la planète, et les risques à l'avenir, avec Trump comme président de la République, n'ont pas diminué, a priori. C'est un contraire. Voilà. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'au niveau de la Russie, on n'a rien contre les Russes. Ce qu'on continue à combattre, c'est l'idéologie d'un système qui voulait vivre en dehors du capitalisme. Et c'est ça que l'on veut vraiment extirper, qu'on veut enlever, démolir, détruire, qu'on n'en parle plus. Voilà, c'est ça. C'est une expérience qui a commencé, hein, de quelque chose qui voulait vivre en dehors du capitalisme, et ça, il faut complètement le détruire. C'est pas contre les Russes, mais c'est contre cette idée. Contre ce système. Contre ce système, c'est ça. C'est ça. Mais quand tu dis on, c'est quoi? C'est qui?
De quoi? Quand tu dis on, c'est qui? Eh ben, par exemple, tu vois bien que c'est les Américains Ah oui, qui vont s'installer d'accord. là-bas. Bon, Ok. hein, voilà. Le 11, c'est pas nous. C'est Ah pas oui, que- c'est pas le peuple. Non, c'est pas excusez-moi, excusez-moi. Non, mais pour le système social, pour la sécurité sociale, donc pour l'instant, aujourd'hui, il ne reste plus en fait. Donc la sécurité sociale, quand on embauche, je sais qu'en France, je lis le Magnété, je sais qu'en France, on lutte contre le contrat de travail, voilà. Voilà, CDD. En Russie, ces contrats-là, c'était plutôt les choses positives. Parce qu'avant, dans les années 90, on travaillait sans aucun contrat. La majorité. Il y avait bien sûr les gens qui travaillaient au budget, mais il y a la majorité de la population qui, s'ils faisaient le travail, c'était le travail pas déclaré. Moi aussi, je travaillais à l'époque, quand j'étais petite, j'ai commencé à travailler à partir de 14 ans. Et j'ai travaillé sans contrat. Donc, Mais après 90. Non, 86. oui, bien sûr, c'était quand j'ai 14 ans, c'était 95. Voilà, c'est ça. C'était 95. Voilà, c'est ça. Il y avait tout le système, comment le dire, tous les secteurs de travail des gens, des fonctionnaires qui n'ont pas eu salaire, les mineurs, les gens qui ont perdu le salaire parce que les usines ont été vendues, pillées. Et les directeurs des entreprises, les directeurs qui étaient de l'ancien système ont été tués par la mafia. Oh oui, il y avait certains. Oui, Il y avait certains, oui. Oui, oui, moi j'avais entendu Oui, dire il y avait 14 000 tués. Les gens qui devaient, qui étaient de l'ancien régime, on les a complètement éliminés, massacrés. Si les chiffres 14 000 sont justes, ça veut dire qu'il y avait plus de morts pour cette raison-là que pendant la guerre en Tchétchénie. Oui. Parce qu'en Tchétchénie, c'est un peu 10 000 personnes de morts, un peu plus. Une Donc, est-ce que vous pouvez imaginer que pendant... Voilà. Mais il y avait des milliers de personnes qui sont mortes à cause de la manque de l'aide médicale, parce qu'il y avait les hôpitaux dans les petits villages, les petites villes qui sont fermés, ou bien manquaient de médicaments. Moi, c'est pas à Moscou, on a gardé quand même quelques établissements qui donnaient de l'assistance, de l'aide aux gens, mais pas partout. Par exemple, la région où j'habite, et on n'a pas de médecin, on n'a pas eu le médecin de première visite, celui-là, le généraliste. On a eu, ça s'appelle le polyclinique, une boîte où il y avait les spécialistes, et quand on a mal, c'était comme ça avant le soviétique, on a mal, aux jambes, on va chez le chirurgien, on a mal aux oreilles, on va chez le rhinologue. Là. Maintenant, on a installé le système occidental. On a commencé à apprendre, à instruire les médecins de première visite. Et on va éliminer le système de polyclinique, ce qu'on appelle. Mais avant c'était comme ça, mais aux années 90, on manquait de médicaments, il n'y avait pas des appareils, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de spécialistes. Je sais que par exemple ma mère est malade aujourd'hui parce qu'il n'a pas eu à l'heure, aux années 90, de l'assistance médicale. Oui, Mais le libéralisme, alors, ça a été une régression sociale. Voilà. Et les gens, aujourd'hui... Oui, mais c'est tout à fait d'accord. Hein. Je pense pas qu'il faut faire le vide du passé. Ben oui, parce que... Justement, c'est le passé qu'il faut faire remonter, ce qui a été donné, ce qui a été fait. Exactement. Voilà, c'est là-dessus que vous pourrez arriver peut-être à faire que les gens ils se rassemblent. Oui, c'est ça. Mais pour ça, quand on fait nos réunions, c'est un petit peu aussi ce qu'on essaie de dire par rapport à avant. Mais voilà, il y a des choses négatives positives qui ont été faites, nous, par rapport à
après la guerre et tout ça. Donc c'est là-dessus où ce qui est positif, il faut faire avancer comme ça. Mais Reine, tu ne crois pas qu'au niveau du parti, on devrait avoir un débat justement pour voir le bilan positif de l'Union soviétique? Oui. Est-ce que ça a été fait? Oui, eh ben, moi je suis... Tellement nombreux. Comment? Eh bien oui. Et ça nous a coûté cher. Ça nous a Ouais, fait eh ben, on mais paye la c'est- facture. On va aller sans la facture, on est débiteur. Non, mais attends. On est débiteur. Ah non, Ah, ben non. si. Eh ben, Si, justement. si, De quoi? si, justement. Non, mais ceci dit, Mais c'est je crois vrai. qu'il faut avoir un regard Oui, il faut, objectif voilà. sur ce qu'était le stalinisme. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des points dans la construction de l'Union soviétique qui ont été positifs pour les gens, mais ceci dit, globalement, ça a été un échec dans la mesure où, à un moment donné, l'Union soviétique a implosé. Elle n'a pas implosé par hasard. Elle a implosé parce que de l'extérieur et de l'intérieur, il y a eu des éléments qui faisaient qu'à un moment donné, la société dans laquelle les gens vivaient était insupportable. Et quand on parlait tout à l'heure des crimes du stalinisme, même s'il ne faut pas, pareil, les exagérer, parce que circulent encore des chiffres où on annonce que Staline a tué Oui, voilà. 100 millions de personnes, alors que les chiffres aujourd'hui qu'on connaît, qui sont scientifiques, c'est 1 800 000 personnes, mais c'est épouvantable en même temps. Et surtout que c'était... 5, ça aurait été trop. Oui, mais 1 800 000 personnes ont été tuées pour des raisons politiques. Et ça, une société communiste ne peut pas le supporter. Ça, c'est sûr. Ceci dit, attends, je pourrais continuer. Ceci dit, à mon avis, le rôle de l'Union soviétique a été un rôle extrêmement important pour laquelle tu l'as souligné avec juste raison, mais même pour le développement économique, pour le développement social de notre société. Si, après la guerre, avec un parti communiste fort, on a pu mettre en place la sécurité sociale, les fonctionnaires, les congés payés, c'était en 1936, mais peu importe. C'était parce qu'à un moment donné, le système capitaliste a toujours eu peur que l'Union soviétique les dépasse et que le communiste se développe dans le monde entier. Et donc, ils ont cédé dans le rapport de force, et parce que ça nous était favorable aux salariés, et on a bien vu que dès que l'Union soviétique a disparu, le rapport de force a complètement changé, et on a eu nous-mêmes les régressions sociales qu'ont vécues les Russes à un moment donné. Et évidemment, tous les mouvements de libération nationale ont pu exister aussi à ce moment-là, et on voit bien aujourd'hui que c'est l'inverse. On est en régression et on a affaire en Afrique et dans certaines parties de l'Asie à des régimes autoritaires, des régimes malhonnêtes y compris. Enfin, on voit bien tout ce qui se passe dans le monde. Mais tout ça, c'est vrai que c'est la disparition de l'Union soviétique. On est une des explications, et c'est dramatique. Mais en même temps, aujourd'hui, si les Russes ils n'ont pas envie tout de suite de venir au communisme, que visiblement c'est un rejet, et quand on parle de gauche et qu'on ne parle pas de communisme, c'est bien, il y a des raisons encore, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire, et que l'idée du communisme, nous-mêmes on a besoin de la reconstruire pour faire qu'à un moment donné, elle soit acceptée par les gens. Voilà, exactement. Et elle soit acceptée parce que moi je suis communiste, et parce que je crois que c'est une nécessité pour que notre planète, et les hommes qui vivent sur la planète, ils vivent bien, c'est une certitude. Et il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Non, mais je suis absolument d'accord. Il faut, comment on veut dire, il faut réinventer le communisme. Voilà. Il faut réinventer, et pour la Russie, c'est plus actuel que jamais. C'est plus actuel que jamais. Pour les questions de la paix, en fait, ça C'est me... pas le réinventer, c'est le mettre en pratique. C'est le mettre en pratique, voilà, exactement. Alors, prendre les choses, les bonnes choses, de faire le bilan. Par contre, ce sera vraiment une entreprise ce ne sera pas facile. Parce que... oui, ce ne sera pas facile du tout, parce que je crois que Non, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Pas du tout. Voilà. Pas du tout, parce qu'ici on est pessimiste. J'ai vu les années 90, ça ont été les années de pessimisme. Ce sont été les années de pessimisme qui ont... Et aussi, quand on parle de la question sociale, le pessimisme complet, profond, qui est dans la génération de mes parents, par exemple, de moi. Les gens qui sont plus que 30 ans, même plus que 35 ans aujourd'hui,
Ça, c'est un échec énorme, c'est très mal pour le pays. Toute la partie de la société qui n'est pas active, qui est pessimiste, qui est désenchantée. C'est ça qui est grave. Voilà, c'est le monde. C'est le monde. Mais moi, ce qui me désole à vous entendre, c'est que j'ai l'impression que pour la classe ouvrière en Russie actuellement, la démocratie, ça veut dire la régression sociale. C'est ça. Pour beaucoup de monde, démocratie, c'est négatif. Ça aussi, il faut changer ça, parce que chez nous, on considère la démocratie et le communisme comme quelque chose qui ne vient pas ensemble. Quelque chose c'est l'opposition. C'est l'opposition. La démocratie, c'est plutôt lié avec les libéraux qui sont venus au pouvoir après les chutes de l'Union soviétique, donc c'est négatif. Voilà. Il faut réapprendre les gens à réfléchir, parce que la démocratie et le communisme, sans la démocratie, ça n'existe pas le communisme. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et le paix, ça n'existe pas sans démocratie. Parce qu'une fois, on est dans la logique de culte de personnalité, de militarisme, de ces sentiments assiégés, on est dans le... Ça repousse les mouvements nationalistes. Ça le fait... Le nationalisme fleurisse dans cette ambiance-là, comme les bactéries. C'est ça qui est grave, c'est ça qui est important. Et le paix, par contre, le paix, c'est quelque chose qui est... À mon avis, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas peut-être bien... j'ai lu peu de choses, mais je suis persuadée que le paix, c'est nécessaire pour l'être humain. Parce qu'une fois... Parce que ce que l'être humain a besoin, nous tous on a besoin de choses différentes, on a des goûts différents, des sentiments et des idées différentes, peut-être dans certaines choses. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'avoir... l'espoir, d'avoir la possibilité de croire qu'on va dormir aujourd'hui, s'endormir, on va se réveiller dans des situations pareilles, que personne ne viendra nous bombarder, que personne ne viendra nous tuer, que personne ne viendra nous piller. On a besoin de tranquillité, de la paix, et sans ça, on ne peut pas vivre. Donc le bonheur est toujours une idée neuve. Absolument. Le bonheur est utile. Mais ceci dit, il y a quand même, dans les dernières élections qu'il y a eu en Russie, le Parti communiste a quand même fait un score non négligeable. À 13%. Ça aurait pu être plus. Voilà, mais même 13%, c'est beaucoup plus que nous, par exemple en France. Mais qui est-ce qui aujourd'hui, avec tout ce que tu as dit, le rejet du communisme, qui est-ce qui aujourd'hui vote communiste en Russie? Est-ce que ce sont les gens âgés qui ont la mémoire de ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont des jeunes qui ont un nouveau rêve qui arrive à maturité? Parce que c'est vrai que ça paraît un peu contradictoire, parce qu'on voit que les partis communistes dans le monde entier sont très affaiblis, liés d'ailleurs à la période du stalinisme, mais en même temps, en Russie, c'est pas là où ils sont les plus faibles. Oui, et c'est plutôt, bien sûr, il y a les gens âgés qui votent pour les âgés. C'est toujours, il y a toujours des gens. Mais maintenant, c'est la jeunesse qui commence à voter. Et ce sont les gens qui ne sont pas contents, les gens qui ne sont pas... Les communistes ont commencé à attirer l'opposition à Poutine. Même si ceux qui ont voté, beaucoup de gens, ceux qui ont voté Vodinine, cette fois-là, c'est le candidat du Parti communiste, ce sont des gens qui ne veulent plus Poutine, qui avant, parce que oui, il avait un grand pourcent de l'abstention, mais moi je pensais que ce sera plus, mais quand même, il y a des gens qui sont venus voter parce qu'ils ont vu quelqu'un pour qui c'est pas... Ils n'ont pas honte de dire que je votais pour celui-là. Parce qu'avant, voilà, il y a ceux qui sont mécontents, mais si voter pour qui on a honte de dire qu'on a voté pour un machin parce que c'est le clown. Mais Grosjean, quand même, c'est quelqu'un d'assez important. C'est pour ça que le système, en fait,
je n'aime pas ce mot-là, mais que les mass médias officiels, on a fait une grande campagne contre lui, contre Houdini. Je ne sais pas si ils ont commencé à l'accuser de fraude fiscale, au trichement, qu'il a triché, de toutes ces choses-là. Je ne sais pas. Lui, il a lancé un procès, il a un procès de diffamation, il a déposé une plainte au tribunal. Par contre, c'était une grande campagne, ça veut dire que quand même, ça a été important, même si Poutine est très populaire parmi les Russes, vraiment populaire. Ils ont eu peur un petit peu de... Et pourquoi il est populaire? Voilà, c'est une bonne question. La télé, la presse. Non. Ça aussi, c'est bien sûr, les mass médias, ça joue le rôle. Poutine, il a l'image de quelqu'un qui a réussi de résoudre les problèmes catastrophiques, vraiment. Qu'il a réussi, on a l'image, on a l'impression qu'il a réussi des problèmes qui ont amené la Russie à la catastrophe. Il a arrêté, on pense qu'il a arrêté la guerre en Tchétchénie. Quand on commence à comprendre le prix, et quand on commence à comprendre qu'il ne s'est jamais arrêté, et qu'une fois la personne, Kadyrov, qui est en Tchétchénie, une fois il partira, ou bien il changera d'avis, on aura une nouvelle guerre en Tchétchénie, mais pour l'instant, il a arrêté. Ça a été vraiment un cauchemar, surtout la deuxième guerre, et la société a été vraiment... C'était la guerre civile. C'était la guerre civile avec les crimes de guerre commis par la Russie contre son peuple, parce qu'il a réussi à bombarder les Grozny, il a réussi à tuer les Russes. Bon, ce sont les membres ce sont les citoyens de Fédération de Russie, et les citoyens de Fédération de Russie tuaient les autres citoyens de Fédération de Russie. C'est la guerre civile. Voilà. Et lui, il a l'image d'être quelqu'un qui a réussi d'arrêter la guerre en Tchétchénie. C'est vraiment, ça donnait, ça contribuait beaucoup dans son image, dans sa popularité. Puis, il a un petit peu augmenté les salaires pour les gens qui n'ont, pendant des années, ils n'ont pas eu les salaires, les professeurs, les médecins. Les pensions. Les pensions, un petit peu. Ça veut dire que, bien sûr, c'est insuffisant. Les pensions sont... Bon, je veux dire, la pension de ma mère, c'est moins que 200 €. Bon, disons 200 € par mois. C'est insuffisant pour la vie. Surtout pour que la tiers, il faut payer l'eau et le chauffage et tout ça. Donc après, sans aide de ma part à moi, parce que moi je gagne l'argent, je gagne pas mal, je ne plains pas. Je ne plains pas, mais en fait, elle ne survivra pas seule. Et avant, elle payait l'eau? Oui, elle payait l'eau, oui. Oui. Elle paye l'eau maintenant, oui. Oui, mais avant. Et avant, sous l'Union soviétique, mais bien sûr, il y avait les taxes, mais les taxes, ils ont été symboliques. C'est ça, voilà. Ils ont été vraiment symboliques. Parce qu'il fallait quand même payer. Donc, et pour les gens qui n'ont eu rien, ils ont eu quand même un petit peu quelque chose. C'est comme comment le dire, c'est une bonne logique capitaliste. Hein, il faut comment faire plaisir à la personne, comment le rendre heureux. Il faut prendre tout, le laisser vide complètement, sans aucun moyen, après donner un petit peu. Il sera content parce qu'il a eu quand même quelque chose, parce qu'il a vécu dans les situations quand il n'a rien. Et après, on a donné quelque chose, il est content. Oui, mais c'est quand même pas lui qui avait enlevé tout. Il a hérité d'un pays qui était au bord d'un effondrement. Il a donné un petit peu. Oui, c'est pour ça qu'il a donné un petit peu. Et les gens sont contents. Beaucoup de gens sont contents. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure sur la question enfin, vous avez dit un souhait même, j'ai pu comprendre ça comme ça, où il faudrait que tous les peuples, notamment européens, se rassemblent. C'est ça. Vous avez parlé des partis politiques, etc. Partis politiques et mouvements citoyens. Les mouvements, surtout. Parce que parti, ça veut dire tout de suite s'encadrer, etc. Mais on va avoir l'année prochaine les élections européennes. Et effectivement,
le tableau que vous nous avez brossé, qu'on connaît plus ou moins, mérite quand même que cette question de la paix soit portée à bout de bras chez nous, par nos candidats et par tout. Je pense que sur cette question-là, y compris chez nous, mais y compris dans les pays européens, certains pays, la majorité des pays européens, cette question de la paix pourrait être un levier pour s'émanciper sur d'autres questions économiques, sociales, etc. Parce que cet argent colossal qui est dépensé pour tuer, alors qu'en même temps il y a l'évasion fiscale qui est énorme, ces deux pôles rassemblés permettraient à la fois aux pays européens et aux pays pratiquement les 3/4 des pays que compte le globe, et c'est surtout cette question de la paix. Si on en faisait une question citoyenne, je pense que ça serait quand même le meilleur rempart à la politique interventionniste de Trump, des États-Unis. En fin de compte, le moyen de contrer Trump, c'est que les citoyens s'emparent de la question de la paix. Ce qui n'est pas aujourd'hui, ça se traite au niveau des gouvernements. Macron, il est pour aller vers 2,5%. Hollande, hier, il n'était pas contre. Avant-hier, ils étaient pour aussi, etc. C'est vrai que depuis la chute du pays socialiste, il n'y avait aucune raison de garder l'OTAN. Aucune raison. Sauf que si on enlève le budget de chaque pays, on enlevait le budget de chaque pays de l'armement, les pays en question, ils seront faillites. Quasiment faillites, parce que c'est une question, ça. Si on supprime la fabrication des armements, aujourd'hui, on crée des millions de chemins. Oui, mais en même temps, il faut que tu raisonnes à l'envers. Il faut raisonner à l'envers. Par exemple, on a vu dans notre histoire récente, en Europe, un pays qui a été un peu contraint d'avoir des dépenses militaires très faibles, c'est l'Allemagne. Et ça lui a permis sa postérité, un développement économique réel. Et donc, de ce point de vue-là, le Japon aussi. Le Japon, c'est vrai aussi. Pas que les dépenses militaires au Japon, ont augmenté énormément. Mais ceci dit, c'est vrai que de ce point de vue-là, tu as raison, les dépenses militaires sont une charge chez nous qui empêche le progrès social de l'humanité. Et dans tous les pays du monde. Par exemple, si on va dans les arsenaux, on va arrêter de produire de l'armement. Il y a un camarade ici qui travaille dans une fabrique de poudre d'explosifs. Quand on allait distribuer des tracts en disant on pourrait faire autre chose que de... Si on le conçoit... Les gars, ils disaient, mais attends, tu veux nous mettre au chômage? Non, mais si on le conçoit pour sa propre défense nationale de son territoire et ses frontières, c'est tout à fait recevable. Puis, y compris, il y a des... Si c'est pour le vendre à des pays pour passer la guerre. J'aurais souhaité, s'il vous plaît, revenir à la période antérieure sur Gorbatchev et la Glasnost concernant le rôle de l'administration américaine. Est-il exact que l'administration américaine a joué un rôle très important? Est-ce que c'est... Oui, en fait, est-ce que c'est admissible cette thèse-là? Oui, je peux vous dire qu'en Russie, on revient beaucoup maintenant à cette question-là, vu les sanctions, vu cette histoire avec ce que la Russie est un peu isolée dans le monde, ce que la Russie se voit être isolée. On revient beaucoup au sujet de Gorbatchev, on va beaucoup au sujet de la chute de l'Union soviétique et la chute de la mur de Berlin. Je crois qu'en avril, il me semble que c'est 8 avril de 2015, j'ai lu une interview avec Gorbatchev qui a donné à un journal allemand, Spiegel, le miroir, où il disait qu'il a été trahi par le chancelier allemand, par le président des États-Unis, par tout le monde, parce qu'on a promis que l'Union soviétique n'introduit pas, fait rien pendant la chute de l'Union soviétique, pendant la chute de la mur de Berlin. Et en échange, l'OTAN ne va pas aller plus loin à l'Est. Investir les Est. Elle n'ira pas à l'Est, oui. Ce que je trouve ridicule, parce que déjà Gorbatchev, ce n'est pas un enfant, c'est un administrateur avec beaucoup d'expérience.
c'est quelqu'un qui est très réaliste. Voilà, mais il a dirigé un énorme pays. Il a fait des réformes quand même très importantes qui ont bouleversé la société. Pour le peuple? Je veux dire, quand même, la réaction à Perestroïka a été vraiment très forte chez les soviétiques. Il me rappelle mon grand-père, par exemple, qui était communiste, qui faisait la guerre, vraiment, qui était athée. Il a détesté d'aller quelque part pour manifester contre Gorbatchev, des petites manifestations, mais quand même, il n'était pas seul. Vraiment, je me rappelle le télé, moi j'ai grandi avec les plaisanteries et les sketchs anti-Gorbatchev qui disaient que voilà, maintenant les gens sont pauvres à cause de lui. Je me rappelle à Pravda, même à Pravda, non, c'est Izvestia quand même, c'est pas Pravda. Izvestia, ils ont eu une image caricaturale, un dessin de Gorbatchev qui est à côté d'une porte, qui tient le poignet, et il y a les gens derrière lui, il se tourne en disant que voilà, je vous ai amené vers le poignet, et maintenant vous allez tout seul. En russe, amener vers le poignet, ça veut dire que aller jusqu'à la fin, donc prendre tout, donc le laisser dans la misère. C'était même dans la presse soviétique, c'est passé comme ça. Oui, c'est grave, bien sûr, mais quand même c'était critiqué. Il a été critiqué, mais il est arrivé quand même à imposer les réformes de PSR dans tout le pays. C'est pas un enfant, je veux dire. Et sa position à lui, comme quoi il est tout naïf, il a cru comme ça à ses camarades, et il est méchant, il a été trahi par un méchant. Ça, je trouve que c'était pas vraiment. Je ne crois pas que c'était exactement comme il décrit. Mais par contre, ces idées, ça fait partie d'un discours parmi les historiens et politologues en Russie maintenant, pour justifier, pour montrer que l'Occident a été pervers toujours. Voilà, vous voyez, même là-bas, ça vient de là-bas. C'est grave. Et moi, à mon avis, ce que je pense, mon opinion personnelle, c'est que la chute de l'Union soviétique, qui était bien sûr, qui a eu les raisons de l'extérieur, parce qu'on a eu vraiment la pression toujours, en fait, depuis la création de l'Union soviétique, depuis la révolution, on a eu beaucoup de pression énorme, militaire, l'intervention pendant la guerre civile, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a aussi été la lutte contre le bolchevisme. Pas ça, il n'y avait pas que ça, mais aussi c'était la chute de l'Union soviétique, c'est la faute, c'est une grande faute de la politique russe, de la diplomatie russe qui n'existe plus à partir des années 90, ce qui a été détruit par Gorbatchev. Et c'est pas juste, c'est même dangereux de rendre coupable l'Occident dans les échecs de la Russie, dans la situation où la Russie se trouve, dans laquelle la Russie se trouve. Il y avait la Hongrie, la Tchécoslovaquie, on pouvait penser que ces événements fragilisaient, enfin j'aime pas trop l'Empire, si on raisonne par rapport à sa taille, ils ont fragilisé mais ceci dit, moi j'ai lu l'interview de Gorbatchev, très récent, là, où il disait très clairement, parce que maintenant il dit des choses qu'il ne disait pas à une époque, que son objectif c'était de détruire le communisme. Il dit comme ça. L'objectif qu'il avait, c'était de détruire le communisme. Il le dit aujourd'hui comme ça d'emblée. Alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'il le dit avec l'histoire qui a pu se passer, puisque maintenant il est plutôt dans l'attitude social-démocrate, ou si c'était à l'époque déjà un projet qu'il avait et qu'il a mené à bien, ça je suis incapable de le dire, enfin c'est lui qui l'affirme. Donc ça veut dire que derrière quand même on peut se poser des questions et que c'est vrai que, comme ils ont dit, l'Empire soviétique, il a été détruit de l'intérieur, sûrement. Même si l'extérieur est un élément non négligeable. Oui, mais enfin les Occidentaux, ils
la propagande pour détruire le bloc de l'Est, et n'ont pas hésité sur les moyens. Parce que moi, à l'époque, j'avais une amie, l'amie de mes 20 ans, c'est une Allemande de l'Ouest, qui était venue faire des études en France, et il faut voir sur l'Allemagne de l'Est tout ce qu'elle disait. Ah ben oui, tu sais, ils crèvent de faim, patati, patata, nous à l'Ouest on a tout. Et je lui disais, mais Karine, vous à l'Ouest vous avez tout, vous avez plein de magasins. Mais moi ici à Paris à 20 ans, à Paris il y a aussi plein de magasins. Mais c'est pas pour moi, parce que moi, je vis dans une chambre de bonne, ces magasins, je ne peux pas les fréquenter. Alors, l'essentiel pour l'Allemagne de l'Est, s'ils ont du travail, c'est déjà très important pour eux de pouvoir vivre décemment. Parce que même nous, ici en France, tous ceux qui travaillent ne peuvent pas vivre décemment. Dans les chambres de bonne à Paris, il y avait des familles entières qui vivaient là-dedans. Oui, oui, avec l'eau dans le couloir et les WC dans le couloir. Et il y en a encore. Et il y en a encore. Donc je lui disais, à quoi bon que vous ayez tant de magasins dans l'Allemagne de l'Ouest, si c'est juste pour qu'une petite minorité puisse en bénéficier. En Allemagne de l'Est, il n'y a peut-être pas tout ça, mais peut-être que tout le monde peut manger. Oui, c'est ça, c'est nécessaire d'avoir la possibilité d'aller en magasin. Et la propagande, ils mettaient le paquet quand même. Hein. C'est ça, on se mettait le paquet. De cette manière pour caractériser la vie de ces populations, en considérant qu'elles subissaient des privations. Exactement. Enfin, ceci dit, à l'époque, j'ai été plusieurs fois en Tchéquie, j'ai reçu des Allemands de l'Est, parce qu'on était à Vitry où je travaillais, on était jumelés avec une ville d'Allemagne de l'Est et une ville de Tchéquie qui s'appelait Kladno. Et c'est vrai qu'en même temps, tout ça c'est très compliqué. Par exemple, un élément qui m'avait frappé, on recevait des gens qui travaillaient à la ville de Kladno. Moi je m'occupais à l'époque de la cuisine centrale de la ville de Vitry. Donc il y a des gens qui travaillaient dans une cuisine centrale à Kladno qui venaient voir comment ça se passait. J'ai été très choqué de voir, à un moment donné, il y avait eu un cafard qui avait circulé dans la cuisine. Il y a un des Tchèques qui l'a écrasé et qui disait Ruskov, Ruskov. C'est-à-dire que comment c'était profond, la haine qu'avaient les Tchèques, pourquoi, de la Russie. Mais en même temps, quand la Tchéquie a implosé elle aussi, moi je suis allé à Kladno, et c'est vrai que les magasins sont arrivés qu'il n'y avait pas, tu vois, et c'est vrai que la vie des gens a changé, en bien et en mal. Hein, parce que c'est vrai que la liberté, ça comptait, la jeunesse a pu s'exprimer comme elle ne pouvait pas le faire jusqu'à présent, ils ont essayé, mais les Russes sont intervenus et ça s'est mal passé. Mais en même temps, par exemple, sur le logement social, ils avaient 10 000 logements sociaux à Kladno, ils en ont vendu 8 500 qu'ils ont vendu aux gens. Alors, les gens étaient peut-être contents à l'époque, ils ne les vendaient pas très cher, etc. Ils en ont gardé 1500 et ils attribuaient les logements sociaux aux plus offrants. C'est-à-dire que regardez la situation sociale des gens, vous avez 2 enfants, ils étaient prioritaires pour un appartement de type F3, et après c'était celui qui proposait le loyer le plus élevé. Enfin, c'est un système qui n'avait rien à voir. Puis après, je parle pas, comme ça s'est passé en Russie, de toute la vente des usines tchèques aux Allemands, qui étaient à côté, qui avaient encore acheté pratiquement toutes les usines de bière, les usines automobiles. Donc c'est très complexe, c'est très contradictoire. Hein. Mais en même temps, il y avait quand même ce ressenti très fort des Tchèques de quelque chose qui était insupportable pour eux. Hein. Et voilà, donc, il faut prendre en considération tous ces éléments. Oui, c'est tellement complexe, bien sûr. J'ai été en Hongrie l'année dernière pour le parti de gauche européen, et ils ont aussi l'université d'été. J'ai parlé avec le membre du parti d'ouvriers hongroise. Et j'ai vu moi-même, en fait, je me rappelle, à l'Union soviétique, on a eu les conserves, par exemple, ou bien les produits, les légumes de l'Hongrie, c'était cher, c'était super bon, et tout le monde faisait queue pour avoir ça. J'ai fait même voyage dans les supermarchés pour voir les conserves hongroises n'existent plus, parce que les usines ont été détruites, il n'y a que les conserves italiennes. Parce qu'ils ont besoin, je comprends qu'ils ont besoin de marché pour vendre leurs produits, mais avec ça, ils détruisent leur propre économie. Et j'ai vu les gens qui travaillent au supermarché, je vois que ce sont les gens, les gens avec le diplôme en fait. Ce sont les gens bien élevés, les femmes, les hommes,
jeunes, assez de 40, 50 ans, ils travaillent là, ils sont mécontents parce que... et j'ai parlé avec les personnes, avec le membre de parti qui a été responsable pour l'organisation de cette université, et il dit qu'on a vraiment encore, on a gardé une bonne éducation, mais on n'a pas de travail, les gens ne peuvent pas trouver le travail, et ils sont obligés de travailler au chantier, gagner peu leur vie juste pour quand même pour pas mourir de faim. Et quand on a fait un petit voyage dans le pays, j'ai vu qu'il y avait les usines, je sais pas, les constructions agricoles peut-être qui sont abandonnées et dégradées, presque détruites. C'est ça, c'est l'économie du pays qui était quand même... Mais en même temps, moi je voyais la dernière fois que je suis allé en Tchéquie, ils nous ont fait visiter une grande usine de postes de télévision, mais c'est une usine énorme, il y avait plus de 1000 salariés. Alors donc, c'était ça, parce qu'ils en étaient relativement fiers. Et donc, c'est vrai qu'en Tchéquie, il y a beaucoup d'entreprises du monde occidental qui s'y sont installées. Ils travaillaient pour le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, partout. C'était une très très grosse entreprise. Et c'est vrai qu'en même temps, le chômage en Tchéquie avait baissé à un niveau très bas, donc les gens travaillaient. Ils nous montraient avec fierté des petits pavillons très luxueux qui s'étaient construits pour les couches moyennes tchèques, donc pour montrer les progrès. Mais en même temps, quand je posais la question des salariés qui étaient là, il y en avait la moitié qui étaient ukrainiens. Mais ils étaient ukrainiens, mais ils travaillaient en Tchéquie pour les salaires d'Ukraine. Et je leur ai dit, mais comment vous les accueillez? Parce que c'est des travailleurs immigrés finalement, comment ils font pour là-bas? Ils se débrouillent. Ils arrivent, ils se débrouillent, chacun se débrouille, ils se démerdent. Et donc les gens, ils vivaient comme ça avec des salaires relativement modestes, évidemment, de tout l'intérêt. Et ce système qui s'est mis en place, c'était l'ultra-libéralisme à tous les niveaux. Mais en même temps, c'était déjà poste de police à Kladno, ils avaient des caméras dans toute la ville. Ils montraient ça avec fierté, il y avait des caméras partout. Tout était surveillé, n'importe où. On voit ça aujourd'hui chez nous, mais à l'époque, ça remonte à 20 ans, enfin 15 ans, 20 ans. Donc vous voyez, c'était déjà comme ça, et ils en étaient fiers. Pour moi, le communisme, ça doit rimer avec liberté. Oui. Et il n'y a pas de liberté sans la paix. Alors, qu'est-ce que tu appelles la liberté? Oui, exactement. La liberté, c'est quand le citoyen a suffisamment de conscience pour permettre à d'autres citoyens de s'émanciper de façon à ce qu'ils deviennent l'acteur de sa propre vie. Et donc, le communisme, c'est plus d'État, c'est le peuple lui-même qui définit ses objectifs, qui définit ses orientations, qui définit sa façon de vivre, etc. C'est pour ça qu'en France, on demande une 6e République, c'est-à-dire qu'aller vers une constituante qui serait discutée par les citoyens pour rediscuter, renégocier, réécrire une constitution, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut donner une image d'un communisme. Le communisme, il a plusieurs facettes. Après la Deuxième Guerre mondiale, la sécurité sociale, c'est une forme de communisme. Le logement social, c'est une forme de communisme. Il y a plein de choses qui ressemblent au communisme. Il y a déjà le communisme chez nous. Tout à fait, et c'est bien pour ça que la droite, elle lâche rien, et qu'elle a un ami sur lequel elle n'a pas envie de se dissocier, c'est le Parti Socialiste, le social-démocrate, etc. Et y compris les syndicats. Bon, on ne va pas faire le truc là-dessus. Mais sur le fond, puisqu'on parle de l'Union soviétique et aujourd'hui de la Russie, la question de fond quand même, dans ces pays-là, c'était la question de la liberté telle que le communisme l'a écrit par Engels, Marx et les autres. Voilà, c'est ça. Et les communistes de 1789, parce qu'ils étaient déjà communistes, sans le savoir, ils nous ont donné liberté, égalité, fraternité, avec tout ce qu'il y a eu derrière. Avec un petit défaut. Il n'y a pas de société sans défaut, sinon on serait... Bon, il n'y a pas de société sans défaut. Donc la question qui était l'objet d'aujourd'hui, c'est comment travailler à réaliser la démocratie.
Comment alors moi je dis pas que demain, là aujourd'hui, on va trouver un mode d'emploi, c'est pas la question. Je trouve que la réflexion était très, très intéressante à partir de ce qui s'est passé en Russie, en Union soviétique. La question de fond aujourd'hui, c'est que la Terre entière, elle est à même d'être détruite. Le globe peut être détruit là dans 5 minutes. La question est comment ceux qui se réclament de gauche, de progressistes, communistes, socialistes, tout ce qu'on veut, comment les aider à s'emparer de cette question de la paix, ça veut dire détruire tout l'armement, notamment l'armement nucléaire, etc., et à forcer les gouvernements à discuter sur le plan national, sur le plan européen, sur le plan mondial, via l'ONU. Il faut rediscuter aussi de la question de l'ONU. La question de l'ONU, c'est une espèce de pantin là qu'on promène au gré des conflits. On n'en a pas besoin d'ailleurs de l'ONU, on n'en a plus besoin. Les Américains n'en ont pas. Voilà, et donc il y a l'ONU. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il ne faudrait pas la refonder, l'ONU? Est-ce qu'elle n'a pas fait son temps? Est-ce que, vous voyez, il y a toutes ces questions-là qu'il faudrait débattre sur des thèmes très précis, de façon à ce qu'on mette les gens en position d'agir pour cette question. Moi, je suis très préoccupé par cette question de guerre latente, avec cet arsenal nucléaire qui est sous nos pieds. Et on a l'impression, parce qu'on va en vacances au bord de la mer, qu'on va ci, qu'on va là, qu'on est chômeur, qu'on ci, on a l'impression d'être bien. Et bien moi, je n'ai pas cette impression-là. Et je me bats pour les acquis sociaux, etc. Mais je pense qu'il y a urgence aujourd'hui à s'emparer de cette question de la paix, dans sa globalité. Et si on ne crée pas les conditions d'une intervention citoyenne, d'une mobilisation citoyenne, je pense qu'on va avoir des lendemains qui vont chanter tout. Ce sera l'objet du second débat, du débat de demain avec M. Président qui va parler du comité de paix, du mouvement de la paix en général, et des armements également nucléaires. C'est une des questions principales de paix dans Et d'ailleurs, sa conférence s'appelle « Lutter pour la paix, est-ce nécessaire ?» Ça répond tout à fait à... Oui, je crois que la personne qui va intervenir demain va parler mieux. Et toi, je pense aussi que c'était ce qui avait été... ça fait plusieurs fois qu'on en parle en section, au niveau de la section. C'était une demande qu'on avait aussi de voir un peu par rapport à la paix. On en a parlé pas mal déjà. Au niveau de section de la partie. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je suis absolument d'accord, je n'ai rien à ajouter. Et justement, il faut vraiment, ce qu'on a besoin, c'est de faire vraiment un plan concret, des actions concrètes qui c'est pas c'est le plan des actions multiples, c'est pas seulement une ou deux choses qu'on peut organiser, entreprendre pour résoudre le problème. Et justement, je dis que pour que le discours sur la paix, pour que le discours sur ces sujets-là a été international vraiment, il faut rétablir la pratique de la discussion internationale. Et de l'amitié. Et de l'amitié internationale. Et c'est très important. Je tiens beaucoup, j'espère d'avoir les moyens d'agir pour ma part, de faire ce que je peux, d'avoir le moyen d'agir, de continuer l'activité, peut-être de contribuer dans cet rapprochement, dans l'éducation, dans la cause, dans la popularisation de ce genre de discours en Russie. Voilà. C'est ça que je peux faire. J'espère d'avoir la possibilité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de l'amitié. C'était très intéressant.